Comme une pluie qui pendant longtemps tomberait lente mais sans cesse sur le lieu, il gagnait les petits ports. Des gens de l'intérieur du pays vont arriver, les uns dans les bateaux qui accostaient sur le quai de la rivière, d'autres empruntant à pied ou à cheval le chemin vieux, qui fut le premier à relier la ville haute au port. Désœuvrés, ils quittaient les champs que les nouvelles lois venaient d'accorder aux grands propriétaires terriens. Ils s'allaient s'installer de manière désordonnée là où le riachuelo, le petit fleuve, se jette dans le Rio de la Plata. Rejoints par les Noirs, qui, fuyant l'esclavage, se réfugiaient dans les marais roseliers du coin. C'est dans ces mêmes lieux que Pedro de Mendoza fonda en 1536, lors de l'invasion espagnole du Nouveau Continent, la ville et le port de Santa Maria del Buen Aire. Et ce sera à partir de cette bourgade de baraques éparpillées sur ce terrain marécageux que naîtra, dans les premières décennies du XIXe siècle, le quartier de la Boca. Son nom, la bouche, lui a été donné par son emplacement, proche de l'embouchure du fleuve. Puis, vers la moitié du XIXe siècle, l'immigration massive provenant principalement d'Europe dupliquera la population du pays. Cette immigration n'a pas amené les scientifiques, intellectuels ou artistes attendus par les autorités. Ce sont par contre les couches les plus pauvres d'Europe qui allaient majoritairement répondre à l'appel. Certains s'achemineront vers l'immense campagne de peuplés, alors que d'autres, déçus par la réalité socio-économique locale, retourneront chez eux. Enfin, ceux qui par manque de moyens n'ont pas eu le choix du retour, s'intégreront nombreux à la vie des quartiers périphériques de la grande ville. Attirés par la possibilité de travail offerte par les ports, grand nombre d'entre eux, très majoritairement des Génois, viendront rejoindre les premiers habitants de la Boca. À cette population hétérogène s'est mêlé aussi les marins, qui débarquant au port donnaient au quartier cette physionomie si particulière, parfois exotique et changeante qui fut la sienne. Avec l'essor de l'activité portuaire et sa faible profondeur, le petit port perdra son importance au bénéfice du nouveau, bâti lui vers 1890, au bord de la ville de Buenos Aires, sur le rive du Rio de la Plata. Devenu presque un port naturel, la Boca va croître autour de l'embouchure du riachuelo, avec les caractéristiques propres aux faubourgs orilleros, à la limite des eaux. Le tango commençait à prendre forme. À la Boca, les maisons étaient construites avec des matériaux précaires, généralement du bois et de la tôle, et surélevées pour éviter les inondations. On les peignait avec le reste des peintures utilisées pour les bateaux, sans se soucier du manque d'uniformité de leurs couleurs. La polychromie que cela conférait au quartier est encore visible aujourd'hui, notamment dans la promenade Caminito, immanquable pour ceux qui visitent Buenos Aires. Ces maisons étaient pour la plupart des habitats collectifs, les conventillos, où s'entassaient les couches les plus pauvres dans des chambres généralement partagées à plusieurs. Fourneaux et patios étaient par contre des lieux communs où, au fil de rencontres, se mêlaient langues, musique et souvenirs dans une nouvelle harmonie culturelle parfois dissonante que le tango reprendra ensuite dans sa musique, sa danse et son chant. Né avec l'arrivée massive d'immigrants, ces maisons collectives furent aussi des lieux où nombre de révoltes sociales ont vu le jour. On trouve la thématique des conventillos dans de très beaux tangos qui évoquent le départ des marins, les vacarmes d'une fête ou les mal des pays.
Les plus célèbres interprètes la chantent, dont Oro Muerto, Flor de Fango ou Ventanita de Arrabal. Certains affirment que le lunfardo, l'argot, très présente dans les paroles du tango, aurait pris naissance à la Boca, car l'immigration et l'activité portuaire devaient très fortement participer à sa gestation et son développement. De nos jours, la Boca a fait des habitats colorés d'antan son image de marque, immortalisée par l'étoile du grand peintre boquense Quinquela Martín. C'est encore Quinquela Martín qui, avec un groupe de voisins, vers 1950, a récupéré et retapé les anciennes maisons. Le lieu sera nommé Caminito, petit chemin, inspiré par les beaux tangos homonymes de 1923 avec la musique de Juan de Dios Filiberto, lui aussi boquense. Les paroles du poète Gabino Coria Peñalosa évoquent les paysages d'un pittoresque sentier du village de Olta, au nord de notre pays, dans la province de La Rioja. Dans Caminito, la toute petite ruelle d'environ 100 mètres que jadis fut le lit d'un petit cours d'eau, El Puntín, les anciens conventillos, bâtis sur des terrains désaffectés du chemin de fer, sont aujourd'hui les ateliers des peintres et artisans. Le gouvernement de Buenos Aires nomma cette ruelle rue Musée, avec ses statues allégoriques, ses maisons aux murs décorés, ses artistes et ses façonniers. Très lié au tango, on y retrouve aussi des danseurs de rue et des spectacles à la gorra, c'est-à-dire à la contribution volontaire du public. Laissons derrière nous Caminito, on arrive à l'historique Vuelta de Rocha, appelé à l'époque le port de Sceaux, el puerto de los Tachos, à cause des seaux avec du pâté que l'on entassait sur place. À cet endroit, le riachuelo fait un large virage avant de se jeter sous forme d'estuaire dans le Rio de la Plata. Depuis ce quai précaire partaient les petits bateaux pour transborder les marchandises exportées dans les cargos. Ces coins étaient peuplés de pulperias, sorte d'épiceries, où se logeaient les marins en transit. Pas trop loin de là, on rencontrait l'almacén del Pobre Diablo, l'épicerie du Pauvre Diable, fréquentée par des marins. En février de 1876, ils avaient déclenché une importante révolte pour demander des améliorations de salaire. Dès 1870, la Pandora de Tancredo, bastringue bâtie au milieu de baraques en bois sur des terrains en friche et au cœur de Lupanar, accueillait des matelots, des ouvriers des saloirs voisins et des charretiers qui ramenaient la laine et les céréales au port. Les soirs, à la recherche de distraction, il s'est balancé au rythme de candombe, joué par 2 ou 3 musiciens. Petit à petit, dandinement et tours vont se faire suivant un rythme différent.
ils seront les premiers pas d'une nouvelle danse, sorte d'ébauche du tango naissante. Aujourd'hui, la Vuelta de Rocha est une belle place en forme de pont de bateau avec un mât en fer. On l'appelle aussi la Plazoleta de los Suspiros, la petite place des soupirs, car c'est là que se rassemblaient autrefois les immigrants génois, dont l'attente des nouvelles que les navires arrivant d'outre-mer pouvaient leur apporter. Par leurs soupirs, ils exprimaient leur tristesse et la nostalgie du pays. La Boca, Callejón, Vuelta de Rocha, bodegón, Genaro y su acordeón. Canzoneta gris de ausencia, cruel malón de penas viejas, escondidas en las sombras del figón. Dolor de vida. Oh, mamma mía, tengo blanca la cabeza y yo siempre en esta mesa aferrado a la tibieza del alcohol. Plus que centenaire et connu à l'époque comme le chemin vieux, la rue Necochea a été l'épicentre du commerce et des activités, aussi bien les permises que les non santas. Outre les conventillos qui la peuplaient, on y retrouvait de nombreux bars devenus célèbres, ainsi que d'autres lieux de divertissement où l'on pratiquait, du fait de leur proximité avec les ports, la vente du sexe. Que bien se baila sobre la tierra firme, mañana al alba tenemos que zarpar. La noche es larga, no quiero que estés triste, muchacha vamos, no sé por qué llorar. Diré tu nombre cuando me encuentre lejos, tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste, muchacha vamos, no sé por qué llorar. On pouvait reconnaître ces peringundines de maisons closes par la lumière de réverbère que les lamparistas de Falotier allumaient chaque soir. Et c'est dans le mythique coin de rue La Esquina de Suárez en Necochea que vers 1878 ouvrira ses portes le célèbre Bailetín del Palomar, Bastringue du Palomar, connu aussi comme El Boliche de Tancredi, le bistrot de Tancredi. Son propriétaire encaissait lui-même les 5 centimes par pièce dansée, dit-on, à l'aide d'un mousqueton porté dans l'autre main. Un peu plus tard, en 1908, au coin sud-est de la même esquina, c'est dans le café royal, connu aussi comme El Café del Griego, le café du grec, est réputé pour ses bagarres, que débuta un trio de musiciens aujourd'hui célèbres. Francisco Canaro au violon, Samuel Castriota au piano et Vicente Loduca au bandoneon. C'est dans ce café que Arolas, surnommé le tigre du bandoneon, lors d'une rencontre avec Canaro, joua à la demande du public sa première composition, Una noche de garufa, qui fut son premier succès. Le jeune et génial compositeur ne connaissait pas encore l'écriture musicale, et ce fut Canaro qui transcrivit la composition. En face du Royal, le café-bar La Populaire était aussi fameux pour cette très belle fille,
régentée par son exubérante propriétaire, surnommée Juanita la Populaire. Pas trop loin, au café La Marina, on venait écouter les bandoneons de Genaro, El Tano Espósito, accompagné du piano d'Agustín Bardi. Juste en face, c'est dans le café Teodoro que Roberto Firpo fit ses premières représentations. Ces musiciens marquent une nouvelle étape dans le tango avec l'incorporation du piano dans l'orchestre typique. Notre évocation ne serait pourtant pas complète si on oubliait qu'en 1908, toujours au coin de la rue Suárez en Necochea, dans un café-concert, il y avait, jouant en même temps de la guitare et de l'harmonica, celui qu'on surnommait le père du tango, auteur d'un des morceaux les plus connus du tango argentin, El Choclo. Il s'appelait Ángel Gregorio Villoldo. Il y avait aussi d'autres cafés où se réunissaient les dirigeants de différents partis politiques, ainsi que des bistrots qui accueillaient les supporters de deux clubs de football, le célèbre Boca Juniors, avec la Bombonera, son stade emblématique, et River Plate, son légendaire opposant, qui quittera plus tard le quartier. Arolas, Bardi, Firpo, Canaro ont tous joué dans des cafés de la Boca. Et s'ils n'ont pas inventé le tango, ils lui ont apporté les fondements de son répertoire. Le tango, né dans des lieux clandestins, a été versé dans les bars et cafés de la rue Necochea, près du port, au cœur d'un faubourg origero. Bien aux antipodes des cafés du centre-ville, fréquentés à l'époque par les dandys de l'oligarchie porteña. Avec la tombée de la nuit, les nuages bas de la pluie sur les quartiers de la Boca se dissipent. Regagnons la rue Necochea, qui devenue aujourd'hui piétonne, nous offre son plein de lumière pour flâner du côté de l'usine de l'art, construite sur les anciens bâtiments de La Italo, compagnie privée d'électricité, qui ferma en 1979. Depuis 2012, elle offre sa salle de concert principale à l'orchestre de l'École du Tango de Buenos Aires. Son importance, ainsi que celle d'autres centres culturels actuels à la Boca, comme la Fondation Proa dédiée à l'art contemporain, les musées du cinéma ou les théâtres de la Rivière, méritent qu'on s'y attarde davantage. Et telle est notre invitation. Fixons-nous rendez-vous, si vous voulez bien, pour le mois de mai prochain, à notre retour de Buenos Aires. Ciao et merci.